Bonjour, Maurice Rama, vous êtes artiste peintre, vous vous êtes spécialisé dans l'œuvre de Delacroix, qui vous avez consacré de très nombreuses études, et vous vous êtes intéressé en particulier au voyage que Delacroix va faire au Maroc en 1832 et où il va visiter des communautés juives. Et puis il y a aussi ce livre superbe que vous venez de publier, qui a pour titre Delacroix, un voyage initiatique, et où vous montrez que Delacroix semble finalement avoir eu beaucoup de sympathie pour ces juifs qu'il rencontre au Maroc. Mais dites-nous d'abord dans quelles circonstances il va découvrir ces communautés juives. Delacroix arrive avec une mission diplomatique française au Maroc. Il arrive avec un ambassadeur et un traducteur. Donc pas grand monde, c'est pas très important. Et l'homme qui arrive au Maroc, le peintre qui arrive au Maroc, s'imagine découvrir l'Orient immense, magnifique, féerique de l'Empire ottoman. En réalité, il débarque dans une petite ville, un petit port, 5000 habitants, Tanger. Et ils sont cloués sur place parce que par hasard, le ministère des Affaires étrangères ne connaissait pas le calendrier musulman et le ramadan tombe en plein dans leur voyage. Il est là et il se demande ce qu'il va faire. Le samedi, les Juifs vont à la synagogue. Il imagine des temples importants comme à Paris, mais il n'y a rien de tel. Ce sont des petites pièces dans lesquelles les gens se réunissent. Bon, curieux, il y va. Il assiste à l'office. Et là, mystère, il sort son carnet, fait quelques dessins des lampes qui sont suspendues dans les plafonds parce qu'on s'éclairait à l'huile, avec des lampes à huile. Et il voit un certain nombre de gestes et de faits et de gens qui vont énormément l'impressionner et qui vont le poursuivre, l'habiter jusqu'à la fin de sa vie. Puisque les dernières peintures que Delacroix fait en référence à ce judaïsme si particulier. Mais au fond, est-ce qu'il est intéressé par l'aspect religieux ou est-ce que c'est plutôt, il est à la recherche de folklore? En réalité, ces gens-là arrivaient dans des pays, ce genre de voyageurs, écrivains ou peintres, arrivaient dans des pays attirés plus par le folklore. Ils cherchaient l'exotisme. Mais Delacroix est différent. Nous qui avons connu la morgue, le dédain avec lequel tant d'écrivains après, tant d'artistes après, sont venus, ont regardé les Juifs, mais les Arabes également, et puis par la suite les Africains aussi, avec un dédain occidental. Et lui, au lieu de ce dédain, il a de la sympathie. Il a plus que de la sympathie, il est curieux, il veut savoir, il s'informe, et il est aimable et il découvre en même temps, parce qu'il pénètre à l'intérieur de la vie quotidienne de ces Juifs, et il se rend compte qu'il y a là un trésor qui va éclore dans son œuvre. Mais il faut bien dire que c'est davantage l'Orient qui l'intéresse que le judaïsme. C'est d'abord l'Orient. Il est venu en Orient. Il voit des cavaliers, il voit des chevaux, il voit des burnos, il voit un certain nombre de choses. Et puis, soudain, il découvre aussi ces Juifs qui continuent quotidiennement à prier, à vénérer, à respecter la loi de Moïse. Et ça l'impressionne. Il voit ce quotidien... Mais c'est un esprit religieux, Delacroix? Pas du tout. C'est un laïc. Il est d'une famille de laïcs. Il va mourir laïc. Il va même refuser de recevoir l'extrême onction en 1864. Alors en tout cas, c'est là qu'il va réaliser la noce juive qui est exposée au Louvre. Il va être invité au fur et à mesure dans des maisons. Il va assister au repas du samedi. Après la synagogue, on se réunit en famille pour le repas du Shabbat. Et on le voit ici et ailleurs invité dans des maisons. Il fait poser des Juifs parce que seuls les Juifs acceptaient de poser pour lui. Et il est invité à une noce, à des noces par la suite. Et quand il voit cette fête extraordinaire où les Juifs et les musulmans sont réunis ensemble à égalité dans une ambiance de fête et de musique,
Il est tellement surpris, quand il reviendra à Paris, c'est une des premières peintures qu'il fera sur son voyage à travers le Maroc, l'Algérie et l'Andalousie. Vous avez eu quand même la curiosité, dont il faut bien dire qu'elle est assez extraordinaire, de rechercher chacun des personnages qui figurent sur un des tableaux de Delacroix. J'ai découvert Delacroix tout à fait par hasard. En faisant mes études à l'école du Louvre, j'ai découvert qu'il était passé non loin d'une maison que j'habitais à Meknès. Et alors là, il y a eu 40 années de recherche à fouiller à travers des documents, les archives du monde entier, pour essayer de comprendre les mobiles et l'esprit de ce peintre. Et au fur et à mesure, forcément, on finit par découvrir la famille Benchimol, la famille Azincourt, la famille Amensour, Pimientas, etc., un certain nombre, Toledano, un certain nombre de familles qui habitent dans son œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai édité les carnets de Delacroix qui sont conservés au musée du Louvre ou au musée de Chantilly, je suis parti aussi à la recherche d'une personne qui a disparu, qui a été décapitée, qui était Hatchwell, Solika Hatchwell, qui a été Sol Hatchwell, qui avait été décapité en 1834. À qui 2 années ont été consacrés, des chants. Des chants, des pièces de théâtre, etc. Elle a été décapitée 2 ans après le passage de Delacroix au Maroc. Et je pense qu'il l'a dessinée puisqu'elle était à Tanger. Je cherche désespérément son visage pour essayer de donner le texte, coller son nom à un des dessins de Delacroix serait une belle aventure. Alors il faut dire que Delacroix va s'exprimer sur les Juifs qu'il découvre. D'une part, il dit qu'il leur trouve un air obséquieux d'empressement et d'abnégation, mais il aime beaucoup les Juives du Maroc. Ce qui le frappe chez ces femmes, c'est, dit-il, leur dignité qui n'exclut ni la grâce ni la coquetterie. La coquetterie. Mais il faut dire une chose, c'est que l'homme est à l'extérieur, il navigue dans les rues de Tanger, son habit n'est pas extraordinaire, alors, contrairement aux vêtements que portent les femmes, qui sont riches parce qu'elles sont à l'intérieur de la maison, donc elles sont préservées. Et l'homme est obligé, l'air obséquieux, ça fait partie justement de cette littérature du 19e et du 20e siècle, accolée aux Juifs et à tous ceux qui sont en réalité dans des conditions inférieures. Et il l'était. Mais il en dit autant des musulmans, hein. Ça fait partie du langage. Alors il n'y a pas que la noce juive, il fait le musicien juif de Mogador, la ville d'Essaouira aujourd'hui, il fait aussi mariage juif. Il est fasciné par les mariages. Il a une série de thèmes qu'il a enregistrés, qu'il a notés sur ses carnets, et quand il va revenir à Paris, dans son atelier, il va les faire éclore les uns après les autres. Et il se souvient qu'un soir, au moment où il fallait signer l'accord entre la France et le Maroc, le roi avait envoyé son petit orchestre personnel pour divertir, dit-il, l'ambassade. Or, 2 musiciens, une chanteuse, qui sont là, et il n'a pas beaucoup aimé cette musique. Il trouvait qu'ils criaient trop, ces gens-là. Mais, par la suite, il va mettre en scène dans le tableau Les musiciens juifs de Mogador, qui est également au musée du Louvre. Il va pouvoir rendre le climat de ce moment si intense et si parfait. Ce qui est assez intéressant et qui implique en tout cas que les grands peintres se sont intéressés au mariage juif, c'est que Rembrandt, de son côté, va faire la fiancée juive. Oui, la fiancée juive de Rembrandt découle un peu de la même chose. Il est vrai que Rembrandt, lui, était en plein dans l'univers biblique. Et un jour, il est amené à vivre dans le quartier juif d'Amsterdam et il voit les Juifs vivre, aller à la synagogue, s'arrêter devant sa boutique, atelier, et il fait la fiancée juive. Mais je pense que Delacroix avait en souvenir ce moment. Mais à la différence de la Hollande, la mariée, la fiancée juive, n'apparaît jamais dans le tableau. Oui. Et là, on la voit à part. C'est cela. On a une série de peintures, d'aquarelles, de dessins, où on voit la mariée. La mariée, elle, est cachée à l'intérieur de la maison. On lui rend des visites. J'ai retrouvé une aquarelle où des amis de la famille viennent rendre à la mariée, mais autrement, on ne la voit pas.
elle ne figure pas dans le tableau. Et justement, à propos de dessins et d'aquarelles, vous signalez que trouvez des dessins de Delacroix avec des inscriptions hébraïques, mais en judéo-arabe. Oui, c'est un des carnets, le carnet qui est à Chantilly, et qui que j'ai sous les yeux, et qui montre une page avec une jeune fille qui est dessinée, et à côté d'elle un certain nombre de textes hébraïques, parce que cette fille parlait le français, l'espagnol, l'anglais, l'hébreu, l'arabe et le judéo-espagnol. Alors il va rencontrer aussi un rabbin qui est également à la fois conseiller du roi, mais aussi gouverneur, s'il vous plaît, de la ville de Fès. Ce rabbin s'appelle Raphaël Serfati. À Serfati, Raphaël Menachem Serfati. Il faut dire que Serfati veut dire français. Français. Oui. Mais c'est en réalité un rabbin de Meknès, qui était conseiller, un homme très discret, très sage. Et à un moment où il y a eu une révolution à Fès, le roi n'a trouvé de mieux que de dire, bon, puisque vous vous comportez comme ça, je vous mets comme gouverneur un juif. Bon, c'était un peu péjoratif, mais c'était un homme qui était excessivement important. J'ai retrouvé tout à fait par hasard son dessin qui traînait au musée de Besançon, et c'était assez extraordinaire de voir l'humilité de cet homme qui est dessiné par Delacroix, et ça prouve que les Juifs avaient, en dehors d'être serviteurs financiers, bijoutiers du roi, servaient aussi, étaient comme conseillers et faisaient un certain nombre d'actions. D'ailleurs, il y a eu comme ça une série de Juifs du Maroc, ambassadeurs du gouvernement marocain en Hollande, en Angleterre, etc. C'est tout cela que vous appelez la romance hébraïque de Delacroix ? La romance hébraïque de Delacroix, je l'ai appelée comme cela parce que ce chapitre que je réserve dans ce livre traite de ce bain dans lequel Delacroix est rentré et qui va l'amener au fur et à mesure, le suivre et l'intéresser. Et il suffit par exemple, c'est une belle découverte aussi, que d'aller à la bibliothèque du Sénat, de notre Sénat de la République, de voir le plafond que Delacroix a peint en hommage à la bibliothèque, et quand il représente les manuscrits, il les représente sous forme de table de la loi. Et j'invite aussi les gens à aller simplement regarder le combat de Jacob et de l'Ange pour comprendre à quel point Delacroix a été inspiré par ce moment et ce judaïsme. Alors vous êtes devenu, au fil des ans, un des grands experts de Delacroix. Comment est née cette passion chez vous ? C'est né tout simplement quand je faisais mon professorat de dessin et j'étais aux Beaux-Arts. J'ai découvert donc cette peinture de Delacroix qui était une aquarelle de Delacroix faite en bas d'une maison que j'ai habitée plus tard. Et la recherche, la découverte, et puis c'est un univers qui était quand même le mien. Je connaissais les gens, je connaissais leur langue, je rencontrais leur visage, je savais reconnaître leurs costumes. Il me suffit simplement de rentrer et de lire à travers les lignes et le tracé et les esquisses de Delacroix, ce qu'il a voulu peut-être nous transmettre, et peut-être par ma voix.